Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4. Bienvenue dans Longtemps, je me suis couché de bonne heure, une émission proposée par Francis Gavel et réalisée par Erwan Charton, Thomas Fouet au micro ce soir, en compagnie de l'équipe des Fiches du cinéma, que je m'empresse de vous présenter. Autour de cette table, donc, Michael Ganam et Gaël Reher. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Thomas. En ouverture de cette émission, nous écoutions donc un extrait de la bande originale de The Neon Demon, composé par Cliff Martinez. The Neon Demon, c'est donc le nouveau film de Nicholas Winding Refn, l'auteur de la trilogie Pusher, The Drive, prix de la mise en scène à Cannes en 2011, ou encore du Guerrier silencieux. Et nous reviendrons justement en deuxième heure sur un certain nombre des films présentés cette année à Cannes en compétition officielle et d'ores et déjà visibles en salle. Mais pour l'heure, nous accueillons celui qui sera des nôtres en cette première partie de programme, notre invité, Jean-Christophe Meurice. Je vais essayer de vous présenter en quelques mots. Tout d'abord, bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, on est ravis de vous accueillir. Je vais essayer de vous présenter, donc vous m'arrêtez si je me trompe, si ça ne vous convient pas, n'hésitez pas à corriger. Après une formation de comédien, vous êtes passé à la mise en scène et vous avez monté en 2005 la compagnie Les Chiens de Navarre, dont vous avez signé depuis les créations collectives. Dernièrement, Quand je pense qu'on va vieillir ensemble et Les Armoires Normandes. Et en 2014, vous êtes passé à la réalisation en signant l'excellent Il est des nôtres, lauréat, je le rappelle, notamment du prix du court-métrage du syndicat de la critique. Vous signez cette année votre premier long-métrage, Apnée, toujours avec Les Chiens de Navarre, qui devrait sortir en octobre et qui était présenté cette année en séance spéciale à la Semaine de la Critique. Autour donc des péripéties d'un trio composé de Céline Furer, Thomas Simeka et Maxence Tual, de mésaventures parisiennes en escapade corse. C'est un cinéma libre, hors des canons de la production française contemporaine, qui s'élabore, un cinéma frontal, offensif, politique, et qui ne recèle pas moins ça et là une réelle tendresse. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser avant de donner la parole à mes collègues, c'est quelque chose qui m'a frappé dans le film, c'est son côté, j'espère que vous ne le prendrez pas mal, d'autant plus qu'on est sur Radio Libertaire, ce serait un petit peu embêtant, c'est son côté anard, hein, cette joie que vous prenez à déconstruire systématiquement les uns après les autres, surtout dans la première partie, les écueils ou les plaies de la France contemporaine, la banque, le logement, le marché du travail, l'autorité policière, quelque chose qui renoue en quelque sorte comme chez le Perejetko de La fille du 14 juillet, avec certains motifs d'un cinéma 68 art ou post-68 art, voire avec le Godard de Pierrot le Fou. Il y a cette idée que la France est à sac, ou plus simplement sclérosée. Il s'agit de quitter Paris, de prendre la route du Sud, de fuir la grisaille centralisée. Est-ce que ça vous va si on vous dit ça? Est-ce que c'est une possible ou du moins partielle définition de votre projet? Oui, au-delà du fait qu'on raconte peut-être des choses politiques avec le rire, il y a cette... ce que... j'imagine, prend en charge le titre aussi d'une certaine manière. Ce serait dingue de ne pas dire qu'en ce moment on est dans une... Alors peut-être qu'à chaque époque on vivait comme ça, on manquait de respiration, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose d'irrespirable, que ce soit au niveau économique, sociétal, voilà, quelles que soient les générations. Donc effectivement c'est un portrait, le portrait est français, enfin l'image de fond, c'est la France, et c'est pas pour ça non plus qu'elle est regardée avec un jugement terrible ou voilà, j'ai pas non. Enfin, c'est avec une certaine, comme vous l'avez dit, avec une certaine tendresse aussi qu'on regarde tout ça, parce qu'il n'y a pas de jugement en disant voilà c'est ça ou ça. On est tous un peu dans une mouise, on sait plus tellement comment s'en sortir, et c'est une manière de croquer ça, oui. Avec ces acteurs-là, avec cette fiction-là, avec cette manière de travailler-là, et avec ce rire-là. Il y a des gens qui racontent des choses tristes avec la tristesse ou le drame, hein, c'est le prix de Cannes, justement, et d'autres qui le racontent avec le rire. Voilà, c'est des vieilles écoles. Disons que pour moi, c'est une catharsis, un peu, c'est un exutoire, la manière de regarder les choses. Mais effectivement, il y a cette lame de fond qui peut être violente, ouais. Enfin, qui est réelle aussi. Enfin, voilà. Oui, il y a vraiment un constat, un tableau de la société française sur vous échantillonnez un petit peu les... Ouais, puis il y a quelque chose de plus étonnant, parce que d'habitude, les héros, comme ça, enfin, les héros de ce trio-là, on a 40 ans à peu près, donc c'est la quarantaine. Ce qui n'est pas un âge... c'est un âge peu commun pour des héros. Parce que souvent, c'est soit les cinquantenaires qui réalisent quelque chose, enfin, qui sont dans la crise de la... Soit c'est des 20-25 ans qui découvrent une société, la violence de la société, qui sortent comme ça du monde de l'adolescence et qui, tout d'un coup, 40 ans, c'est un drôle d'âge.
C'est-à-dire que ça veut dire que on a dû résoudre des choses. Et ce trio-là, n'ayant rien et se mettant à parcourir en quad toute la France, il re-questionne tout. Et c'est vrai, enfin, je sais pas quel âge vous avez, enfin, moi j'ai 41 ans. 35, pas loin. Ouais, mais c'est un drôle d'âge quand même, parce que c'est plus un âge où c'est plus un âge où on se dit tiens on va se suicider quoi. Enfin c'est soit on le fait plus jeune. On est tenu de trouver une solution, une alternative. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu énormément de réflexions sur les choses, que ce soit sur les gens qui nous entourent, la civilisation, sur comment régler les choses de l'amour, comment est-ce qu'on veut un gosse ou pas. Enfin il y a énormément de choses qui ont été réglées. Et c'est finalement ce trio-là qui a 40 ans, qui porte bien cet âge-là, se remet face à est-ce qu'on veut avoir un enfant? Est-ce qu'on veut avoir... c'est quoi une acquisition pour être bien? Où est-ce qu'il est l'endroit idéal pour vivre? Comment on fait pour avoir de l'argent? Est-ce qu'on le fait en travaillant ou en foutant rien? Ou est-ce qu'on va prendre l'argent là où il est, mais en masse, mais qu'on n'arrive pas à avoir? Ça questionne tout ça. Jusqu'à un moment où effectivement ils foutent le camp, mais même quand ils foutent le camp, s'il y a encore des problèmes toujours. Enfin, c'est plutôt un voyage, j'espère, imaginaire, quoi. Parce que la solution, c'est pas parce qu'on va à l'autre bout du monde que les choses changent. Enfin, ça c'est personnel. Alors Gaël, en ce qui te concerne, toi, tu n'as pas vu Apnée, mais tu as vu Il est des nôtres, le court-métrage des Chiens de Navarre et de Jean-Christophe Meurice. Michael, toi, tu as vu les deux, absolument. Souhaitez-vous intervenir? Mais il se trouve qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu un documentaire sur les films justement post-68, avec les films de Faraldo, Thème Rock, etc. Et alors, moi, j'ai pas eu la chance de voir Apnée parce qu'il y avait beaucoup de monde à la reprise, à la Cinémathèque, et tant mieux qu'il y ait du monde. Mais en voyant donc Il est des nôtres, alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un personnage, une espèce d'ogre, enfin il a une grosse barbe et tout, et il vit... Qu'on retrouve dans un autre rôle dans Apnée aussi, d'accord, et qui vit reclus en pleine ville, mais à l'intérieur, alors c'est un vieux truc d'EDF ou je sais pas quoi, un espèce de hangar. C'est une autre façon de composer avec le réel, avec la société, et la position du retrait plutôt que de la fuite. Il se met dans sa bulle, dans un truc entre parenthèses comme ça, à l'intérieur de la ville, et c'est un film fragmenté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, je peux pas te raconter l'histoire, etc. Mais il y a quelque chose d'assez, comment dirais-je, dionysiaque, qui est très années 70. C'est-à-dire, il y a comment dirais-je, il n'y a pas de solution, c'est-à-dire que est-ce qu'il est heureux en étant reclus, ou est-ce que, alors à la fin, je vais pas dévoiler la fin, mais enfin il y a peut-être une ouverture, bon on ne sait pas, hein, mais de la même façon dans Thème Rock de Faraldo, qui est une espèce d'utopie, dystopie, cannibalo, situationniste, etc. Il faut que ça sorte. On sent qu'il faut que ça sorte. Et donc, alors dans Il est des nôtres, ça peut être des conversations complètement très étranges, très bizarres, qui sont à la fois triviales et à la fois un peu presque becquetiennes, un peu allumées, etc. Et puis des moments assez étranges, enfin un petit peu qui font penser un peu au Living Theater des années 70, pareil, avec de la viande, enfin du sang, de la nudité, enfin bon. Alors c'est peut-être est-ce que c'est un peu téléphoné avec Nuit debout, etc. C'est-à-dire l'envie. Il faut que ça. Il y a un truc. Il faut que ça sorte. Alors voilà, il faut que vous sachiez, cher Jean-Christophe Meurice, que tous les mois, on arrive toujours à faire un petit rapprochement avec Nuit debout, le contexte social. On arrive toujours à faire des lectures un peu transversales. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensiez, ou c'est simplement, ça sort comme ça? Alors à l'époque d'Il est des nôtres, en 2013, il n'y avait pas encore les Nuits debout, peut-être dans des endroits un peu plus, un peu moins. Non, mais en tout cas, il y a comment réinventer quelque chose. Je pense que c'est très difficile parce que pour moi, c'est deux films très différents entre Il est des nôtres, qui est un court-métrage, et Apnée, qui est le premier long. Mais peut-être que le point commun, c'est une manière de vivre autrement. Et pour vivre autrement, c'est renouer avec d'autres contacts avec l'autre, avec un grand A. C'est ce que raconte aussi Il est des nôtres. Hein. C'est un type qui vit reclus, effectivement, dans une caravane, dans un hangar, en pleine grande métropole. Et il réinvente finalement... il y a quelque chose de...
j'aime beaucoup Thème Rock, qui était quand même effectivement très situationniste, très radical, mais d'une manière plus populaire. Il y a aussi Alexandre le Bienheureux, d'Yves Robert, qui raconte, c'est-à-dire, c'est toujours prendre un pas de recul. Voilà, ça c'est... Je trouve que c'est quelque chose de classique, sans doute obsessionnel chez moi, mais c'est d'avoir un autre regard sur les choses, quoi. C'est-à-dire toujours prendre une distance. Et donc, pour le coup, parler de Nuit debout, c'est une manière aussi. C'est une manière de réinventer la parole, le dialogue, ce qu'on vit. Et pour le coup, sans doute de manière là plus réelle. Tout d'un coup, enfin bon, après mais peu importe, mais tout d'un coup, moi personnellement, j'ai le sentiment de ressentir cette fameuse notion de peuple. Quand je vois c'est quelque chose qui vous intéresse, ce qui se passe, place de la République Ouais, parce que tout d'un coup, c'est le fantasme, on arrête tout et puis on va discuter, quoi. C'est toujours le même fantasme. Si tout d'un coup on arrêtait tout, de travailler, de foutre en l'air les télés, enfin c'est le côté Thème Rock, ils foutent les télés à travers ils lancent tout comme ça, ils arrêtent tout. Enfin, si on s'arrête tout d'un coup, et qu'on refait on repense. 100% que ce soit la fin de la civilisation, le suicide d'une civilisation, c'est comment faire de toute façon pour changer en masse ou ensemble, comment dire, c'est toujours la même chose, ça passe par la parole, c'est ça la manière la plus pacifique. Enfin, juste pour ajouter, parce que ça me fait penser, comme j'ai vu il y a vraiment très peu de temps, Il est des nôtres. Et ce que j'ai l'impression que raconte aussi Apnée, même si j'ai pas eu la chance de le voir, mais enfin, comme Thomas, tu m'en as bien parlé avant, on a l'impression que tout ça, ça passe par la convivialité. Et la convivialité, elle n'est pas forcément simple. Enfin, dans Il est des nôtres, on a faim du groupe et puis en même temps il y a de la violence quand même. Enfin, il y a cette recherche d'équilibre, cette faim de chaleur humaine et puis en même temps on peut pas vivre entassés les uns sur les autres. Si à un moment il y a des claques qui partent ou des coquillettes, sans spoiler. Pareil, peut-être dans la question quand on se balade à Nuit debout, etc. On dit mais quel bordel. Enfin bon, c'est putain, il faut un chef, nom de Dieu. Enfin il faut, tu vois, c'est-à-dire que au-delà il y a un paradoxe ou du désordre. Il y a peut-être, tu l'évoquais tout à l'heure, l'énergie d'Il est des nôtres. Vous, Jean-Christophe Meurice, vous évoquiez vos méthodes de travail. Cette énergie-là, on a l'impression qu'elle est le produit de quelque chose qu'on voit très rarement dans le cinéma français. Il y a quelque chose qui vient de la scène aussi, qui vient de la performance. De la culture du théâtre, ça c'est sûr. C'est depuis parce que je fais du théâtre aussi depuis 10 ans avec ces comédiens qui sont à l'affiche de ce film et d'autres aussi. Donc les Chiens de Navarre. Et donc effectivement il y a derrière une culture, une manière de travailler, et comme on travaille beaucoup sur les acteurs sont eux-mêmes auteurs de leur propre dialogue, donc au théâtre c'est leur propre texte, là c'est leur propre dialogue. Voilà, c'est un peu la question qui sous-tendait ce que je vous demandais, c'est-à-dire quelle est la part d'improvisation. La question est toujours un peu bête, un peu littérale, mais vous partez d'une situation donnée, après aux acteurs de broder sur la situation. Exactement, c'est-à-dire qu'il y avait moi je leur ai proposé un séquencier, une histoire, une narration, un début, une fin, un milieu, et même si pendant le tournage j'ai rajouté beaucoup de séquences en plus, donc parce que c'était mais il y a moi l'angoisse du scénario totalement préétabli, tout fait, enfin où toute intention est comme ça nommée. Tant mieux s'il y en a qui arrivent, moi ça m'angoisse complètement parce que c'est pour moi synonyme de non-vie, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment je pense qu'il y a cette chose commune, c'est qu'on doit essayer de capter la chose la plus vivante. Et pour moi, et pour nous, notre manière, c'est effectivement de ne pas savoir ce qu'on va dire dans 10 secondes, comme ça nous arrive là. Dans 10 secondes, on ne sait pas ce qu'on va se dire. Donc là, obligatoirement, on est présent, on est hyper présent, on est vivant. Et c'est cette chose-là qu'on fait au théâtre et que j'ai voulu faire aussi au cinéma, même si ce dispositif d'improvisation est vieux comme le monde pour le cinéma. Mais non, je passe pas par l'écriture figée. C'est-à-dire qu'on se réunit et on réfléchit sur une situation, par exemple, vous pourriez prendre n'importe quelle scène du film d'Apnée, et on s'est dit, voilà, qu'est-ce que moi j'aimerais entendre, moi j'aimerais entendre ça dans cette situation, j'aimerais ressentir ça, comment on fait. Et donc je laisse tourner la caméra comme ça pendant des heures, en évitant surtout de dire couper ou action, quoi. J'ai envie d'élargir un peu le propos au-delà de votre cinéma. Laetitia Doche vient de la scène. Vima Laponce, qu'on peut voir chez Perret Jatko, mais aussi chez Podalides ou en ce moment même chez Verhoeven, vient du cirque.
maintenant Les Chiens de Navarre au cinéma. Il y a un rapport au corps, à la chorégraphie, à la performance. C'est une question qu'on avait formulée avec Michael il y a quelques jours en préparant cette émission, et plus largement à la scène, qui détonne assez dans le paysage du cinéma français. Est-ce que ce sont des interprètes, des cinéastes dont vous suivez le travail, ou est-ce que vous arrivez à voir, alors c'est toujours un petit peu hasardeux d'essayer de déterminer une école, une nouvelle vague française, mais est-ce que vous sentez un peu en parenté avec ces gens-là, ou est-ce que vous voyez qu'il y a quelque chose qui est en mouvement de ce côté-là? C'est difficile parce que pour être sincère, moi j'appréhende beaucoup la sortie d'apnée, parce que justement je viens du théâtre, et qu'au fond quand même je suis pas du tout j'ai pas une cinéphilie aussi pointue que sans doute vous ou d'autres, mais je me rends compte que quand même l'histoire du cinéma montre souvent qu'il y a des metteurs en scène de théâtre qui viennent, que ça passe, alors mon travail est totalement opposé avec ceux que je vais nommer, mais on passe de Fassbinder à Pasolini, à Fellini, à Bergman, enfin tous ces gens-là venaient du plateau, que ce soit le théâtre classique, mais ils venaient du plateau. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça peut paraître plus problématique, pour des raisons un peu... comme si on devait être un pur produit du cinéma. Ce que moi, je ne suis pas, et ce que je ne suis pas avec ma bande, c'est que nous, effectivement, on a cette culture qui vient du plateau. Mais comme une vieille tradition des années 40, 50, 60... j'ai envie de dire, c'est même pas, il n'y a rien de moderne là-dedans, c'est-à-dire qu'on perpétue une tradition, c'est-à-dire qu'on a travaillé, nous, on a travaillé pendant des années au plateau, et on continuera d'ailleurs, une manière de regarder le monde, notre langage, notre manière de rire du monde, nos connivences, et tout d'un coup, on le fait au cinéma. Mais comme l'ont fait... énormément de réalisateurs, et d'ailleurs c'est ça qui crée, moi je trouve, une forme de richesse d'ailleurs chez ces réalisateurs-là. Enfin, c'est-à-dire il y a une pensée, on n'est pas dans ce cinéma comme ça obligatoirement immédiat, ce qui n'est pas paradoxalement, malgré qu'on est dans l'improvisation, dans l'immédiateté, les choses sont quand même beaucoup plus conçues ou pensées au préalable. Mais je ne sais pas si ça répond, mais bien sûr que je rejoins tous ceux que vous avez nommés. Mais ce serait intéressant de les entendre pour le coup, parce que... C'était un peu dans l'idée qu'il y avait des gens qui étaient en train d'apparaître dans un certain nombre de films de production française qui avaient un rapport au corps, à la présence physique, un peu, je vais pas dire littéraire, textuel, ce serait un petit peu caricatural, mais qu'il y avait quelque chose qui se passait peut-être un peu de ce côté-là. Oui, non, mais j'ai cette sensation qu'effectivement, de manière simple, quand on vient d'un autre art, en général, on apporte déjà quelque chose. Donc que ce soit même l'art contemporain, on va apporter quelque chose qui... j'ai l'impression que le cinéma n'attend que ça. Il n'attend que ça, c'est qu'il y a une pensée presque esthétique ou artistique d'un autre art qui vienne perturber les codes habituels. Parce que vite, on peut être dans le formol, quoi. Enfin, c'est... donc nous, on apporte ça, mais on s'en rend même pas compte, peut-être. Je sais pas, enfin, ça a l'air, vous parliez au début de... C'est vrai que non, il y a quelque chose d'abord chez moi de la pensée, puis après de la jubilation, d'une forme de plaisir, de jouissance, même à raconter des choses peut-être un peu injustes, révoltantes, tristes, tout ça. Mais c'est vrai qu'on pense même pas. Enfin, il n'y a pas de. Oui, on vient déjà de 10 ans d'un certain labeur. Michael. Mais est-ce que justement, en termes de production, c'est compliqué de monter un film comme Apnée quand l'un des arguments c'est justement un scénario basé sur l'improvisation. Tout à fait. Et ça, bon, j'ai la chance d'avoir rencontré un producteur qui a été à l'écoute de chez Film, Emmanuel Chaumet, qui a été à l'écoute de cette manière de travailler là, parce que c'est sûr que moi, quand j'ai présenté le scénario, il y avait que 30 pages. Et donc ça a été problématique, parce qu'effectivement, quand on passe après dans les institutions demander l'argent, ils en veulent 4 fois plus, avec tout intentionné, justement. Mais c'est toujours la même histoire, que ce soit le cinéma, le théâtre, l'art, c'est pas la continuité de l'éducation nationale. On n'est pas là pour rassurer des intentions en disant ça, voilà, vous comprenez. Donc il a fallu tricher, je le dis maintenant, c'est-à-dire qu'on a fait des faux scénarios. Comme le faisait Fellini à une époque. Il avait 3 scénarios, un pour les institutions, un pour les régisseurs et un pour lui-même, qui changeait tout le temps. Ce que nous disait aussi Virgile Vernier il y a 1 ou 2 ans. Il y en a plein qui présente quelque chose au CNC, ils sont contents, et puis après on tourne. Et alors en même temps, je veux pas trop non plus taper sur les doigts là-dessus, parce que je pense qu'il y a aussi, ils sont à l'écoute aussi de ça. Enfin, de plus en plus, ils essayent d'ouvrir. Mais c'est vrai que moi, ça a été un problème, parce qu'on me disait,
non, il va falloir que tu en dises beaucoup plus. Mais non, j'avais pas envie d'en dire plus. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je veux rester aussi dans mon inconscience durant le tournage, et même dans mon inconscience durant le montage. J'ai pas besoin de passer mon temps à rassurer. Alors comment, effectivement, donner des indices que ça peut être un film intéressant ? C'est tout le travail, normalement, des commissions. Ouais. Mais de fouiner, moi je trouve ça très bien, les oraux CNC, pour être très franc. Je sais que ça dégoûte complètement des réalisateurs, mais moi je trouve ça très bien. Enfin, il y en a marre de ce côté paplard, quoi. Enfin, c'est-à-dire on passe notre temps à donner des papiers, puis on nous dit à un moment, non, c'est oui, c'est non. On n'a même pas rencontré les réalisateurs, on sait même pas comment ils s'expriment, ce qui transpire un peu, quoi. Et donc moi par exemple je trouve que c'est une très bonne formule, ils l'ont fait depuis maintenant 3 ans, 4 ans, que ce soit les plus grands ou les premiers films, ils viennent passer les oraux quand ils passent en plénière. Ça c'est une chose, je trouve que c'est une chose assez, je trouve ça plus pertinent qu'avant. Voilà, là je m'évade, je sais pas, mais bien sûr que c'est difficile, il faut la confiance d'un producteur, d'un distributeur, et je l'ai eu et j'ai eu la chance pour ça. Et voilà, après, évidemment, il faut faire ses preuves avec cette manière de travailler. Mais pour moi, c'était même pas... je pourrais ne pas faire de cinéma si on m'avait dit « Non, il faut que tu nous fasses un scénario de 200 pages. » J'aurais dit tant pis. J'aurais dit tant pis parce que c'est pas ma manière de travailler. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, pour trouver cette vie-là, cette nécessité-là, cette urgence-là, et voilà pourquoi on pourrait pas faire du cinéma comme tout d'un coup on se dit on monte dans le grenier peindre. Le peintre, quand il a envie de peindre, il monte et il peint. Pourquoi on ne ferait pas ce cinéma-là de manière... pourquoi on ne pourrait pas essayer de résoudre le financement d'une forme d'immédiateté aussi ? De pas se dire... Moi, je suis toujours un peu... Je demande comment font mes compères, quand ils préparent un film 3 ans à l'avance. Moi, il a été écrit en 5 jours. Il a été montré 1 mois après. Enfin, il y a quelque chose comme ça de plus... parce qu'il y a quelque chose de pulsionnel aussi dans la manière d'exprimer. Dans l'expression, il y a quelque chose de la pulsion. Et évidemment, il y a une réflexion, il y a une dramaturgie qui se met en place. Après, quand on se dit, est-ce que ça ou ça, il y a à construire effectivement quelque chose avec... Mais quand même, au départ, enfin en tout cas, c'est comme ça que moi je travaille, il y a quelque chose d'organique, de pulsionnel, de pas trop conçu. C'est pour ça que je provoquais un peu sur le fait qu'on ne doit pas être de la continuité de l'éducation nationale, mais on peut se rattraper par cette intention-là. C'est-à-dire qu'à un moment, à force de... Oui, mais tu crois pas qu'on pourrait satisfaire tout le monde en parlant de ça, puis tout d'un coup, on rentre dans un abîme où on doit tout d'un coup faire attention à tout le monde. Surtout pas, il faut faire attention à personne quand on fait du cinéma, quoi. Alors je vous propose qu'on poursuive cette conversation juste après une petite pause musicale. Et on se retrouve donc juste après, toujours en plateau, avec Jean-Christophe Meurice. À tout de suite. De retour sur Radio Libertaire, donc la radio de la Fédération anarchiste, 89.4, vous écoutez toujours longtemps Je me suis couché de bonne heure. Thomas Fou au micro en compagnie de l'équipe des Fiches du cinéma et de notre invité Jean-Christophe Meurice autour de son film Apnée, présenté, je le rappelle, cette année en séance spéciale à Cannes, à la Semaine de la Critique et en salle, courant octobre, une date qui sera fixée ultérieurement, précisée ultérieurement. Là, cet été, ouais. Il y a de fortes chances que ce soit fin octobre. D'accord. Fin octobre, en donc sortie. On essaiera à la rentrée de vous tenir informé de la date précise. Et nous venons donc d'écouter William Scheller, Un homme heureux. Pourquoi a-t-on écouté Un homme heureux de William Scheller, Michael ? Eh bien parce que cette chanson est reprise dans le film par un des personnages. Dans une version un petit peu étonnante, alanguie, sur un piano. Mais je voulais revenir justement sur le film et sur une séquence en particulier. Celle qui a été utilisée pour illustrer le film, la séquence tournée dans un magasin de baignoire, enfin un showroom. Un showroom de salle de bain, voilà. Ouais. Et il y a quelque chose qui se dégage de très particulier dans cette scène, c'est, vous l'aviez dit effectivement, les comédiens improvisaient leur dialogue, ils l'écrivaient eux-mêmes, chacun de leur côté, mais la scène est tournée en public en fait. Parce qu'on voit du coup ce qui se passe dans la rue quand les gens passent. Oui. Et ça crée une forme d'imprévisibilité, voilà, une tension où le regard du spectateur... le regard du spectateur oui. rencontre un petit peu le regard des spectateurs Exactement. Du film de l'autre côté de la vitrine, ce qui est une sorte d'effet miroir assez perturbant. Oui, oui, parce qu'ils n'ont pas de, ils savent pas, ils n'ont pas de logement, ils n'ont rien, donc ils traversent comme ça. Et un des personnages, je l'ai dit, était persuadé de les amener dans un logement luxueux dans un arrondissement chic de Paris. Et finalement, ils se retrouvent dans un showroom de baignoire et ils prennent un bain dans la vitrine au regard de tous les passants.
Et donc oui, j'avais envie qu'ils conversent de leur situation. Voilà, au passage de tous les gens qu'on voyait. Alors on a fait ça pendant toute la journée, donc il y avait le matin, l'après-midi, on voyait les gens. Alors ce qui est étonnant, c'est de voir quand même toujours que les gens ne remarquent pas beaucoup, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même deux types et une nana on regarde plus les vitrines, quoi. Sauf à Noël aux Galeries Lafayette, quoi. Mais sinon on les regarde plus jamais. Ça c'est déjà un truc intéressant peut-être pour les commerçants, quoi. Mais quand même très peu de gens qui s'arrêtent en voyant quand même les trois. Parce que même à un moment on a essayé de faire l'amour dans cette baignoire-là. Et ça n'aurait pas posé de problème d'ordre légal. Non, on faisait attention parce qu'il y avait attentat à la pudeur. On est en train de surveiller si les flics passaient ou pas. Mais c'est vrai qu'à un moment ils ont tenté quand même de copuler comme ça joyeusement en plein 6e arrondissement de Paris. L'intervention de la police, ça nous intéresse tout le monde. Les interventions de la maréchaussée. Non, mais il n'y avait pas de flics. Mais les gens passaient et puis bon, voilà quoi. C'était pas. Mais non, mais bon, voilà, après c'est une idée, bien sûr, mais je trouvais ça intéressant de parler de leur situation, de la situation de la France, en prenant un bain dans une vitrine, quoi. Pourquoi pas? Non, mais après, il y a un truc un peu enfantin, quoi. C'est vrai que quelquefois, quand on passe dans les vitrines, on a envie de jeter, de prendre, comme ça. Quand on voit des baignoires, comme ça, il y a toujours un truc, mais pourquoi on prendrait pas un bain, là, tout simplement, puisque c'est exposé, on peut bien essayer. Enfin, quelquefois, on essaye des lits, comme ça. C'est pareil, quand on essaye des lits dans les trucs, comme ça. Pourquoi on n'irait pas un peu plus loin, quoi? Dormir, tenter, quoi, de voir tout, quoi. Ça nous vient souvent à l'esprit. Alors, quand on voit des baignoires... Non, bah ça c'est un truc de gamin, quoi. On a envie d'un coup dans des lieux publics, on a envie d'essayer, quoi. Mais quand moi qui ne suis pas du tout familier du théâtre, de la présence des créations scéniques des Chiens de Navarre, est-ce que vous fixez des limites? Est-ce que vous voyez à peu près jusqu'où ça peut aller, jusqu'où vous pouvez vous donner non, on n'a pas de limite. Pas de limite. On n'a pas de limite, non, pas de limite à part notre propre limite à nous qui est celle du plaisir, quoi. On veut surtout pas être forcé à faire quelque chose, quoi. C'est pour ça que chez nous il n'y a pas de provocation froide, pensée. C'est pas. Il y a quelque chose de vraiment. On est comme les cancres qui montreront nos fesses au fond de la classe. Il faut dire aux gens une chose. Dans Il est des nôtres, il faut voir ce film, débrouillez-vous, démerdez-vous, il faut voir ce film. Il y a une technique, comment faire passer son slip par-dessus ses épaules. C'est extraordinaire. Qui, dans mon souvenir, n'est pas une technique hyper... ça prend du temps, ça demande de l'effort. Absolument. Alors, il faut avoir bien bu avant, visiblement. C'est un jeu, oui. Il faut transformer les bretelles du slip, je sais pas comment dire. Il faut que ça devienne des bretelles sur les épaules. Alors, il y a un concours sans le craquer. De trucs comme ça. Ah sans craquer. Et ivre mort. Et c'est impressionnant. J'étais sûr que ça allait te plaire. Parce qu'on se dit, c'est infaisable. Il faut que vous sachiez que Il est des nôtres, c'est un film Gaël Rère. C'est là où c'est politique, c'est que tu te dis, c'est pas faisable. Tu vois, ce n'est pas possible. Et si. Et ils le font quand même. Tu vois, c'est ça qui est extraordinaire. Mais il y a des dimensions de jeu effectivement qui est assez étonnante. Il y a des choses. C'est un jeu du Sud-Ouest, ouais. Mais vous avez la localisation du truc, non pas qu'on soit tiré. Non, mais il y a plusieurs villages. Il y a des villages où ça se pratique. C'est une tradition. A rendu à un certain heure, on joue à ça et c'est vraiment très. Ça fait du bien de jouer à ça. Parce que dans le Nord, on joue au caps un peu, mais là, c'est un peu plus... Ouais, c'est-à-dire essayer de... Et puis, alors, il y a tout la partie intime et perturbée, ou visible. On voit ta couille qui sort, elle dit une des filles dans le film. Non, mais... il y a un côté... Alors, c'est sans faire de... Enfin, je sais pas pourquoi je pense, mais il y a un côté... Zéro de conduite, justement, le film de cancre, quoi. Mais parce qu'on sent justement qu'il y a une dimension dans le jeu qui est assez naïve et bienveillante malgré tout. Il y a un côté quasiment iconoclaste, harakiri dans une des séquences de la fin qui implique un Christ qui, moi, me fait mourir de rire. Et en même temps, on se dit, ça va aller vers la grosse farce, vers le coup d'éclat iconoclaste. Ça n'ira pas plus loin, et en même temps il y a quelque chose d'assez languide et de presque tendre encore une fois qui s'établit. Comment vous veillez comme ça à ne pas en rester uniquement sur le seuil de l'iconoclasme? En règle générale, de toute façon c'est la frontière, c'est ça qui est un peu impalpable dans le travail, c'est de rester dans cette frontière un petit peu entre on va dire, parce que la frontière est fine entre la tragédie et la comédie, et donc c'est rester, c'est un travail de funambule pour nous, c'est de multiplier les sens, surtout pas aller trop dans un rire précis, surtout pas d'aller dans un message trop précis, parce que moi j'aime pas quand on me dit ce qu'il faut penser, comment je dois réagir à quelque chose. Ça c'est, on espère tous ça, mais quand même on peut s'y mettre pour avoir le résultat obtenu.
Alors par rapport à la scène du Christ, effectivement, à un moment, il rencontre le Christ qui est là dans une cave depuis oublié probablement depuis 2000 ans. Est-ce qu'on l'a mis là après? Et effectivement, on l'a oublié, il est un peu en sang, il est là, et puis bon, il se réveille de 2000 ans, donc il parle de tous ses cauchemars, enfin de ses insomnies, puis effectivement les trois sont là comme ils rencontreraient le boucher du coin, quoi. Mais non, c'est une conversation assez libre, il est très content. Non, c'est dur de décrire la scène, mais il est très content de les voir, ça fait très longtemps qu'il n'a pas vu des gens, donc il les touche, il les voit, puis à un moment il décide de le libérer, parce que c'est vrai, il y a toujours ce truc, pourquoi on l'a pas décroché à un moment, quoi. Donc ils se mettent avec des outils, quoi. Alors c'est un peu compliqué parce que... Une très bonne question, depuis 2000 ans, mais il le décroche, mais c'est difficile de décrocher, j'ai l'impression de monter un placard Ikea, donc ils savent pas comment faire, enlever le clou sans le blesser et tout. Et après, donc il part, parce que c'est vrai que c'est un peu un... Faudrait qu'on lui foute un peu la paix, quoi. Il faudrait le libérer. Et puis qu'est-ce qu'il fait après? C'est pas du tout un film à intrigue, hein, mais je dis pas. Je dis pas ce qu'il devient. Est-ce qu'il y a un spin-off qui est prévu? Si on libère le Christ, qu'est-ce qu'il devient? Mais c'est un truc de, j'ai envie de dire, c'est un truc d'enfant, quoi. C'est qu'à un moment, on aimerait le décrocher et le laisser comme ça. Non, mais il faut après souligner l'acteur qui est Robert Attisi, qui, comment dire, fait quelque chose de tout aussi fantasque que de je crois, c'est particulier aussi à l'acteur qui fait le Christ aussi. Mais oui, parce qu'à un moment, ce trio-là interroge tout, c'est-à-dire les valeurs économiques, les valeurs familiales, les valeurs religieuses, parce on souffre sans doute d'un manque de spiritualité. Donc, à un moment, je voulais interroger l'état du catholicisme, quoi. C'est-à-dire, voilà, parce qu'on découvre avant. Enfin bon, là, je commence à raconter un peu trop le film, ça m'inquiète. Mais c'est vrai qu'il rencontre à vous relancer sur une autre scène qui me fait infiniment plaisir. Mais il rencontre un curé qui est désespéré, abandonné de tout, au milieu des pigeons qui volent. Ils débarquent dans un village, on leur donne les clés, on dit bah allez-y. Ouais, il y a cette chose un peu fantasmagorique, ouais, du village abandonné. C'est-à-dire, je pense toujours aux dernières pages de la carte. Comment j'arrive pas le livre de Houellebecq. La carte et le territoire. Où à la fin il sort comme ça de 30 ans de misanthropie ou de réclusion, et il découvre un village comme ça. Il n'y a plus du tout de métropole, où tout d'un coup toutes les nationalités, toutes les religions sont mélangées, puis ils reviennent à. Enfin, ouais, il y a ce. Il y a tout d'un coup, il y a cet optimisme quand même. Je trouve toujours très très. C'est pas que je suis touché obligatoirement par tous les livres mais je trouve que cette fin sans doute, voilà, là j'en parle maintenant, je l'ai jamais nommé, mais c'est. Et ouais, il y a quelque chose de ça, de redécouvrir d'autres territoires d'une certaine manière. Et qu'est-ce qu'on fait si on avait des nouveaux territoires? On pourrait recommencer à zéro. C'est toujours ce truc de recommencer à zéro. C'est ça que peut-être qui est interrogé dans le film tout le temps jusqu'au bout, c'est si on refaisait tout à zéro, on recommençait tout à zéro. Comme l'an 1 de GB et compagnie. Ouais, absolument. Ouais. Bah, tu voulais enchaîner sur une scène, tu nous disais justement. Oui, mais alors là, du coup, j'hésite un petit peu parce que je voudrais pas spoiler tout le film. Non, je dois simplement dire pour toutes celles et tous ceux qui ont eu maille à partir avec le Pôle emploi, avec les coachs d'entretien d'embauche, avec toute cette inanité, toute cette bêtise-là. Il y a une séquence qui est interprétée par Thomas Simeka, où il est absolument prodigieux. Voilà, moi, il y a aussi les banques et aussi la visite de l'appartement. Les banques, la visite de l'appartement, pour quiconque a eu du mal à Paris à trouver un appartement un tant soit peu décent, à un prix qui ne soit pas exorbitant. Oui, il y a quelque chose d'assez cathartique. Et parce qu'il y a cette vieille question. Il y a un grand plaisir, je ne vais pas dire surtout quand on est parisien, parce que le film s'adresse à tout le monde. Il y a un côté état des lieux de la France, mais sur 2 ou 3 questions, quand on vit dans une grande ville, par exemple, jeune urbain, voilà, il y a des choses qui parlent forcément. Oui, parce que quelquefois on nous présente des taudis à des prix exorbitants et on dit qu'il faut gagner 3 fois plus pour avoir ce taudis-là. Donc on est parti là, comment on construit une scène, par exemple? Construire cette phrase-là, c'est-à-dire qu'on arrive, on voit des trucs à 1000 € qui sont insupportables, que ce soit même dans toutes les villes, je pense, quoi. Et on dit qu'il faut gagner 3000 pour avoir ce taudis-là à 1000. Donc c'est comme ça. Le dit un des personnages, mais alors là c'est donc un c'est ça qu'ils appartement interrogent, d'avocat, c'est une sorte de 15 mètres carrés absolument dégueulasse avec une fenêtre qui ouvre. Là donc c'est un appartement d'avocat, non, c'est des médecins qui habitent là. Et les toilettes sur le palier. Voilà. Ouais, non, c'est ce qu'on interroge, c'est oui, c'est complètement. Enfin, je trouve que le rapport à l'immobilier aujourd'hui est complètement. Enfin, c'est fou, c'est délirant, quoi. Donc oui, ça, on essaye encore une fois de croquer les points peut-être un peu délirants dans lesquels on ne prend pas peut-être conscience sans être au-dessus de... Donc toujours en prenant un petit pas de recul. Ils cherchent du boulot, c'est très difficile. Oui, effectivement, les séances de coaching, parce qu'aujourd'hui on est dans l'ère du coaching. C'est-à-dire que tout est apprendre à être heureux.
apprendre à être sexy, apprendre à être performant au travail, apprendre à être performant en lit, enfin l'horreur quoi. On revient comme quand on était petit quoi, on nous apprenait, c'est vraiment le truc d'aller au tableau et que tout d'un coup on doit réapprendre. C'est vrai qu'on est dans une ère un peu inquiétante, je ne sais pas. Enfin, on pose la question, c'est le retour à l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tellement perdus et c'est ça qui me touche, moi le premier. Nous tous, on est tellement perdus qu'il y a d'autres gens qui sont tout aussi touchants, qui te disent « je sais comment tu vas faire pour réussir ». Et donc c'est ça qui est à un moment, oui, il y a Thomas Simeka, donc le personnage interprété par Thomas Simeka, qui il apprend à rentrer dans un bureau et à être performant tout de suite face à un recruteur, comment avoir un boulot. Et donc le problème c'est qu'il a les mains moites. Bonne expression, voilà. Non, donc le problème c'est qu'il a les mains moites et donc le recruteur lui explique une méthode pour déguiser le fait qu'il ait les mains moites. Donc en disant enfin bon bref, on va dire le. Bon alors, mais en tout cas on pousse quelque chose, mais qui est réel hein, par contre, parce que moi on me raconte des séminaires qu'il y a dans les banques tout ça. Ils arrivent à comment ouvrir une porte. Je n'en doute pas un seul instant. Comment dire bonjour. Non mais c'est totalitaire d'une certaine façon. Oui. De façon grotesque. Absurde et totalitaire me paraît infiniment française et contemporaine. On gère tout. Ouais. Comment tu pisses, comment tu penses, comment tu dis bonjour, etc. C'est ça, ouais. C'est de parler de ça un peu. Et c'est ce qui fait qu'il y a quelque chose qui devient terriblement drôle, j'ai envie de dire. Ça a pleuré de rire et en même temps terriblement effrayant pour le personnage à un moment, parce que c'est vrai qu'on a tous quand même vécu un moment où tout d'un coup c'est le vertige, quoi. C'est-à-dire que quand on... Je sais pas, il faudrait qu'on s'interroge chacun, on a tous à un moment, tiens, réapprendre à faire quelque chose, quoi. Et tout d'un coup on se dit, tiens, on n'a pas pris conscience de ça. Tout d'un coup il y a une énorme mélancolie qui arrive, quoi. C'est-à-dire, ça a interrogé les rapports, ouais. C'est-à-dire, je pensais que je savais ouvrir une porte et finalement je sais pas. Ouais, par exemple, quand on fait des simulations d'entretien de recrutement, oui, c'est un peu ça. Et la banque, oui, bah ça c'est un peu c'est là où il y a le plus de fric, donc effectivement ils essayent de construire des projets pour obtenir des prêts qui évidemment ils n'obtiennent jamais, contrairement à toutes les pubs qui sont annoncées. Donc là il y a quelque chose de il y a quelque chose de profondément bête là chez moi, c'est-à-dire que on a toujours envie d'aller chercher l'argent là où il y en a. Pourquoi ils détiennent cet argent-là? Pourquoi il n'est pas à nous? Enfin bon, ça c'est... Mais tu voulais rebondir justement sur la première partie du film, vous parliez de leur âge justement, des quadras. Tu parlais toi Thomas tout à l'heure, les problèmes de jeunes urbains avec le logement, etc. J'ai l'impression que dans la première partie du film, ils veulent simplement être heureux. Et la société ne leur fournit pas les éléments et leur dit non, il faut faire comme ça. Et la société veut les diriger, veut les façonner. Oui, c'est un perpétuel refoulement. Ouais. Et en même temps, il y a chez eux l'envie d'essayer de faire comme on pourrait faire, et puis ils n'y arrivent pas parce que par leur manière de vivre, d'être, et que en plus, qui est comme tout à chacun, je pense. Mais c'est ce que je disais au début, c'est une manière de regarder autrement les choses. Hein. Le cinéma est fait pour ça. Oui, ils essayent de bien faire les choses et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, ouais. Soit parce qu'ils sont particuliers, soit parce qu'ils sont refoulés. Donc au bout d'un moment, il y a cet étouffement qui fait qu'on passe à la deuxième partie du film. Alors avant de conclure cette première heure, toujours avec vous, on s'était dit qu'on dirait un petit mot d'un film qui, on en parlait hors antenne, n'était pas présent à Cannes, n'a pas été sélectionné dans quelques sélections que ce soit. C'est le nouveau film d'Antonin Perez-Jetco, La loi de la jungle, qui entretient une certaine parenté avec votre cinéma. Il signe son deuxième long métrage, donc après La fille du 14 juillet, qui avait mis en joie la rédaction des fiches du cinéma. Et il en réunit d'ailleurs le tandem, composé de Vincent Macaigne et de Vima Laponce. Michael, j'ai envie de te donner la parole pour que tu nous en dises un petit mot. Et puis je vais inviter aussi Nicolas Marcadet, que je vois, qui est en studio derrière la vitre. Il arrive. Bonsoir Nicolas. Comme tu es arrivé en avance, malheureux que tu as vu toi aussi La loi de la jungle d'Antonin Perez-Jetco. Absolument. Est-ce que vous souhaitez en dire un petit mot et nous expliquer non pas pourquoi évidemment. Le film n'est pas présent à Cannes, mais pourquoi il faut aller le voir malgré tout? Il aurait sans doute mérité en tout cas d'être à Cannes. On aurait beaucoup plus rigolé du coup. Mais c'est vraiment dans le prolongement de la fille du 14 juillet, avec une dimension encore plus aventureuse. On a l'impression que Perez-Jetco va sur les terres de Broca.
Et donc, voilà, pour pitcher le film très rapidement, c'est le personnage interprété par Vincent McCain, qui est un stagiaire dans une société où règnent désormais les stagiaires, ils sont en responsabilité, mais voilà. ils ne sont pas particulièrement compétents, et on l'envoie le ministre l'envoie en Guyane pour vérifier la viabilité et les normes d'un projet complètement délirant qui s'appelle Guyanège, c'est-à-dire un projet de piste de ski indoor en Guyane, voilà, ce qui est complètement stupide évidemment, et s'ensuit effectivement toute une succession de péripéties avec Vincent McCain et Wim Malaponce. Et avec notamment aussi Mathieu Amalric et Pascal Légitimus. Et c'est assez brillant dans son rythme. Et l'un des comédiens des Chiens de Navarre, dans un tout petit rôle, je crois. Ah oui. Tomate pour curry. Absolument. Bah c'est brillant dans l'écriture comique, dans la peinture justement d'une France post-colonialiste, mais encore bloqué sur ses valeurs. Il y a un peu la terreur de l'ultra-capitalisme contemporain. En même temps, il y a quelque chose de très pompidolien. On est encore dans les vieux lambris de la République. C'est très poussiéreux, oui. Et c'est très bien montré par Perret Jadko. Les personnages, le duo de personnages est très attachant. Et on s'ennuie pas une seconde. Et surtout, on sent effectivement, encore une fois, cet esprit de poil à gratter, de trublion de Perret Jadko, où je vais pas laisser une seconde au spectateur pour souffler. Il vient voir une comédie, il va rigoler. En même temps, je vous raconte quelque chose. C'est pas le cliché de la comédie française conçue, formatée juste pour faire rire et qu'on oublie instantanément, parce que derrière, ce qu'il raconte effectivement, c'est que c'est une société, la société dans laquelle vivent les personnages. Effectivement, ils sont condamnés à être stagiaires, à être remplacés par un autre stagiaire, mais qu'est-ce qu'il advient d'eux finalement, et à quel moment ils commencent à vivre? Avec cette très belle phrase que notre camarade Astrid Janssen avait relevée, et qui est la suivante: si il fallait être compétent pour exercer des responsabilités en France, alors là... Nicolas. Que dire de plus, je trouve ça aussi absolument réjouissant. Je suis très content de t'avoir pris de court. Oui, écoute, voilà. J'aime bien ça, je trouve ça très rafraîchissant. Non, alors, du coup, je le tempérerai un tout petit peu sur le fait, on s'ennuie pas une seconde. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu, ça va tellement vite, c'est tellement rapide, tellement un enchaînement de trucs. Il y a quand même des moments où ça patine un brin. C'est-à-dire, je pense qu'il faut pas non plus le survendre, le film. C'est un film qui fait extrêmement du bien, quoi. Vraiment, je trouve que ça tape toujours au bon endroit, avec une manière d'être à la fois super agressif et en même temps extrêmement gentil. C'est un film, c'est vrai, c'est-à-dire que les personnages sont gentils, on sent que le mec est très sympa, et du coup il a aucun complexe à défoncer les cons avec une radicalité totale. C'est pas démonstratif, c'est comme ça. Donc voilà, c'est frais, c'est bien. Merci beaucoup Nicolas. Ça sort quand la semaine prochaine? Ça sort ce mois-ci, absolument. Le 8. Non, le 15. Non, le 15. Le 15, absolument. Voilà, le 8 c'est passé. Voilà, le 8 c'est passé. Je propose qu'on termine cette émission, cette première partie de l'émission, en revenant vers vous, Jean-Christophe. J'ai envie de vous demander assez bêtement, alors j'imagine que vous allez accompagner le film, la semaine de la critique, un certain nombre ça a voyagé déjà à Porto Vecchio, ça voyage à l'international sur d'autres festivals, donc vous allez avec votre équipe sans doute accompagner le film. Oui. Est-ce que vous êtes déjà dans l'après, que ce soit sur scène ou sur grand écran? Oui, là le film, il faut le suivre un petit peu. Il a été pris aussi au Festival de La Rochelle dernièrement. Un autre festival d'ailleurs qui est un peu étonnant, sa première édition, c'est le Festival international du film culte. Donc c'est un peu angoissant. Qu'est-ce qu'un film culte qui n'est pas encore sorti? Ouais, c'est toute l'originalité, j'ai l'impression, de cette édition. Là, on y passe la semaine prochaine. On va avec Marielle comme président, donc c'est plutôt chouette. Et ça se passe où, ça se passe à Trouville. Donc c'est vraiment une opposition totale au festival de Deauville, quoi. Mais donc on l'accompagne sur les festivals. Effectivement, la rétrospective de la semaine de la critique, et comme il va sortir fin octobre, il y a toutes les avant-premières, les promotions, tout ça. Mais
Et sur la suite, bah oui, là je suis en train de préparer avec ma bande revenir au théâtre, une prochaine création normalement en 2017. Et puis sans doute aussi un prochain film. Qui commence à se dessiner un peu. Il y a pas du tout. Une envie, pas encore. Aucune idée. Mais l'envie de faire quelque chose de différent, comme vous aimiez à souligner qu'entre le court-métrage et le long-métrage, il y avait déjà une structure, un rapport au récit qui était différent. Ouais, mais après le cours, j'avais dit que je ferais plus jamais de cinéma, donc c'est raté. Et puis finalement, si, j'ai eu un truc, mais ça a été fait très rapidement, donc je me laisse guider par des flashs un peu. Mais donc les liens sont plus ou moins tendus avec le cinéma a priori. Oh oui. Avec les Chiens de Navarre toujours, oui. Oui, puis d'autres, parce que il y a pas eu que les Chiens de Navarre dans Apnée, il y a eu aussi plein d'autres acteurs qui font partie de mon entourage, qui viennent du théâtre, pas du théâtre. Voilà, mais non, là, en tout cas, je vais me reconcentrer pour une prochaine créa, parce que là, on a signé, donc on est obligé de faire enfin, c'est pas obligé, on a envie de le faire, mais c'était prévu depuis longtemps, 2017, mais cinéma, bien sûr, mais je sais pas du tout... Voilà, bon, je fais souvent les choses quelquefois en même temps. Par exemple, la dernière création théâtrale et les derniers films, j'ai fait tout en même temps, donc j'aime bien tout d'un coup me retrouver complètement au pied du mur, donc j'aime bien n'avoir rien aussi. Enfin bon, c'est compliqué, je vais pas... Bon, quoi qu'il en soit, on suivra avec attention la sortie fin octobre. On essaiera de faire attention à la date précise et de s'en faire le relais dès que possible. On arrive donc au terme de cette première heure. Merci infiniment Jean-Christophe Meurice d'avoir accepté notre invitation. Et puis on se retrouve donc juste après une nouvelle pause musicale pour une deuxième heure qui sera cette fois consacrée à la compétition officielle majoritairement du Festival de Cannes. Et donc on se retrouve juste après une petite pause musicale.